de l'inscrire, disons, dans les jours actuels, je dirais, parce que... Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les murmures de l'histoire rencontrent la vérité de nos légendes. Il a vendu plus de 25 millions de disques, enchaîné les succès intemporels et rempli les plus grands stades. Pourtant, il a toujours choisi de fuir les tapis rouges éblouissants et les soirées mondaines de la capitale. Aujourd'hui, à 72 ans, Francis Cabrel admet enfin ce que nous avons tous secrètement soupçonné. Derrière la douceur de ses ballades et la poésie de ses mots se cache une lutte féroce, une guerre silencieuse mais acharnée pour protéger son âme contre une machine qui dévore tout sur son passage. Comment un artiste au sommet absolu de la gloire peut-il préférer l'ombre à la lumière, qui a réellement essayé de lui voler sa voix, son identité et cet accent du Sud qui fait tout son charme? Pendant des décennies, le public l'a perçu comme un homme mystérieux, un paysan ancré dans sa terre d'Astafor, loin de la frénésie parisienne. Mais cette retraite n'était pas seulement un choix de vie paisible, c'était un acte de résistance instinctif. Sous les projecteurs aveuglants de la célébrité, Francis Cabrel était devenu l'une des voix les plus rassurantes de France, un repère pour une nation entière. Mais en coulisses, les blessures étaient profondes. Il a dû faire face à un système impitoyable qui ne voyait en lui qu'un produit à formater. Des producteurs parisiens cyniques ont tenté d'effacer ses origines, de lisser ses aspérités et de le transformer en une idole standardisée. Ce n'est qu'avec le recul du temps, du haut de ses 72 années, qu'il laisse entrevoir la réalité de ses affrontements. Il n'a jamais pardonné à cette industrie glaciale d'avoir voulu le dépouiller de son authenticité. Il révèle aujourd'hui la cruauté de ce monde artificiel qui a failli le briser à plusieurs reprises. Au moment où les premières notes de ses chansons inondaient les radios, beaucoup croyaient qu'il vivait un rêve éveillé. Mais ne vous y trompez pas, dans le secret des bureaux parisiens, un tout autre scénario se jouait pour cet homme venu de la province. Pour comprendre comment cette icône a survécu à cette tentative de destruction et ce qui s'est réellement passé au début de son ascension, il faut revenir là où tout a basculé. Pour comprendre la fêlure de cet homme, il faut d'abord mesurer l'immensité de son triomphe. Tout commence véritablement à la fin des années 70 avec une déclaration d'amour d'une simplicité désarmante, avec la chanson Petite Marie, écrite pour celle qui deviendra la femme de sa vie. Francis Cabrel ne fait pas que remporter un concours de jeunes talents, il s'infiltre doucement dans le cœur des Français, mais c'est en 1979 que le destin bascule de façon vertigineuse. Le titre « Je l'aime à mourir » résonne sur toutes les ondes et se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Du jour au lendemain, ce jeune homme timide à la moustache épaisse et aux cheveux longs devient une star absolue. Il enchaîne l'année suivante avec L'encre de tes yeux, confirmant qu'il n'est pas l'homme d'un seul succès, mais bien un poète majeur de sa génération. Dans cette France des années 80, une époque où le disco et les synthétiseurs règnent en maître, Cabrel détonne, il incarne une authenticité rurale, un retour à la terre et aux émotions brutes dont le public a désespérément besoin. Les Français voient en lui le troubadour moderne, l'homme idéal qui chante l'amour avec une vulnérabilité assumée. Chaque album devient un événement national, un remède pour une société en pleine mutation. Son apogée artistique et commercial atteint des sommets vertigineux avec la sortie de l'album Sarbacane en 1989, puis le raz de marée historique de Samedi soir sur la Terre en 1994. Cet opus majestueux s'écoule à près de 4 millions d'exemplaires, devenant l'un des albums les plus vendus de toute l'histoire de la musique française. Des chansons comme La Corrida ou Je t'aimais, Je t'aime et Je t'aimerai s'inscrivent instantanément dans le patrimoine culturel commun. La folie Cabrel ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone, son aura traverse les océans, le Québec l'adopte comme l'un des siens, la Belgique et la Suisse l'adulent, et ses traductions en espagnol, notamment avec La Quiero a morir, lui ouvrent les portes de l'Amérique latine avec un succès phénoménal. Il est
partout, sur toutes les scènes et sur tous les écrans. Chaque concert est joué à guichet fermé devant des foules immenses et passionnées. Au début, il y a la joie immense de partager ces mots, l'émerveillement de voir des dizaines de milliers de voix chanter à l'unisson la poésie qu'il a composée seul dans sa chambre. Il enchaîne les tournées épuisantes, passant ses nuits dans des hôtels anonymes, loin de son village natal d'Astafor. Cependant, derrière les disques de diamants et les ovations interminables, la réalité commence à s'assombrir. La célébrité est un monstre affamé qui demande toujours plus d'apparitions, plus de sourires de façade et plus de compromis. Francis Cabrel, profondément attaché à son intimité et à sa liberté, ressent les premiers vertiges de cette surexposition étouffante. La pression pour maintenir cette image de l'icône romantique parfaite devient une charge écrasante sur ses épaules. La machine médiatique veut s'approprier son âme, décortiquer sa vie privée et lui imposer un rythme effréné qui l'éloigne de son essence. La chaleur des projecteurs se transforme peu à peu en une brûlure constante alors que le monde entier l'applaudit. Une angoisse sourde grandit dans son esprit. Comment rester soi-même quand l'industrie de la musique exige de vous transformer en une simple marchandise rentable ? La gloire éclatante cachait en réalité des chaînes invisibles et les jours sombres de l'exploitation n'allaient pas tarder à révéler leur véritable visage. La gloire était là, éblouissante et absolue, mais le prix que ce système exigeait de lui était plus lourd que n'importe quelle monnaie, alors que la France entière chantait ses louanges. Francis Cabrel vivait un véritable déchirement intérieur derrière les portes closes. Le monde du spectacle parisien, avec son arrogance et ses codes stricts, n'a jamais voulu l'accepter totalement pour cette industrie naissante. Ce jeune homme de la campagne n'était qu'une matière première, un produit brut qu'il fallait tailler selon les exigences impitoyables du marché. Le premier grand traumatisme, la blessure qu'il n'a jamais pardonnée, fut la tentative délibérée d'effacer son identité sonore. Lors de ses tout premiers pas en studio, les producteurs de la capitale ont méprisé son accent du sud-ouest. Ils jugeaient cette voix rocailleuse trop provinciale. On a exercé sur lui une pression terrible pour qu'il gomme ses racines, pour qu'il chante avec une diction standardisée et sans âme. C'était une véritable violence psychologique, une tentative de formatage où l'artiste devait renier sa terre pour exister sur les ondes. Mais l'exploitation invisible ne s'est pas arrêtée au studio d'enregistrement. Très vite, la puissante machine médiatique a pris le contrôle de son emploi du temps. Lui qui aimait prendre le temps de vivre n'avait plus son mot à dire. Les attachés de presse dictaient ses apparitions publiques, lui imposant des sourires de façade lors d'événements mondains qu'il détestait profondément. Les journées s'étiraient dans une succession infinie d'interviews promotionnelles, d'émissions superficielles et de séances photos imposées. Le système tentait de le transformer en un bien de consommation courante qu'il fallait rentabiliser à l'extrême. La liberté qu'il chérissait plus que tout lui avait été confisquée avec le sourire. Lui, qui puisait son inspiration dans le silence réconfortant de la nature et la chaleur protectrice de sa famille, se retrouvait prisonnier de chambres d'hôtel luxueuses mais désespérément solitaires. Le contraste entre l'image publique idéalisée et la réalité quotidienne devenait une torture silencieuse. Sur les affiches de ses tournées gigantesques, il était le poète serein que tout le pays adorait, mais loin du regard des foules, il se sentait isolé, enserré par des obligations contractuelles lourdes dont il n'avait pas mesuré la cruauté à ses débuts. L'industrie musicale ne le protégeait pas, elle le consommait de l'intérieur. Les paparazzis ont commencé à traquer ses moindres faits et gestes, cherchant à percer le sanctuaire de sa vie privée. Cette intrusion permanente a été vécue comme une violation insupportable. L'angoisse de voir sa famille exposée et dévorée par ce tourbillon toxique devenait une véritable obsession. Il se rendait compte avec amertume que ce milieu ne voyait pas l'homme fragile derrière la guitare, mais seulement une machine à générer des millions. Il se sentait comme un otage d'une industrie qui ne connaissait que le langage du profit.
Il avait signé pour partager sa poésie, pas pour vendre son âme. Les injonctions constantes pour rester au sommet des ventes devenaient une cage dorée dont les barreaux se resserraient chaque jour. La trahison était celle d'un système entier, froid et cynique, qui se nourrissait de sa sincérité tout en méprisant sa nature profonde, alors que les chiffres de vente continuaient de grimper. Une fracture irréversible se créait dans son cœur. L'illusion parfaite de cette gloire étouffante allait très bientôt se heurter à un mur de réalité brutale, et cette tension accumulée allait finalement provoquer un véritable séisme personnel. Au moment même où la France entière le croyait intouchable, et puis, la goutte d'eau qui fait déborder le vase finit par tomber en 1994. C'est l'année de tous les superlatifs. L'année où l'album Samedi soir sur la Terre écrase absolument tout sur son passage, avec près de 4 millions d'exemplaires vendus. Cet immense triomphe aurait dû être l'apothéose d'une carrière parfaite. Le moment de savourer une victoire écrasante. Mais pour Francis Cabrel, ce sommet vertigineux se transforme paradoxalement en un gouffre d'angoisse terrifiant. La lumière des projecteurs devient si intense qu'elle menace de le rendre aveugle à sa propre existence. Le succès phénoménal de cet album déclenche une véritable hystérie collective, une fureur médiatique qui envahit chaque parcelle de sa vie. Il n'est plus seulement un chanteur populaire, il est devenu un phénomène de société que tout le monde veut s'approprier. Les journalistes campent presque devant sa porte, les magazines scrutent le moindre de ses mouvements et la pression populaire atteint un niveau suffocant. Le sanctuaire qu'il avait mis tant d'années à construire autour de sa famille est violemment attaqué par cette célébrité dévorante. L'homme qui chantait l'amour paisible et les paysages tranquilles se retrouve pris au piège dans l'œil d'un cyclone médiatique impitoyable. Il se sent littéralement dépossédé de lui-même, englouti par une image gigantesque qui ne lui correspond plus. L'industrie musicale, ivre de ses chiffres de ventes astronomiques, en demande toujours plus de tournées colossales, plus de plateaux de télévision épuisants, plus d'interviews où il faut répéter inlassablement les mêmes mots vides de sens. C'est à cet instant précis, alors que le pays entier scande ses refrains, qu'une crise profonde le frappe de plein fouet, le burn-out le guette, une fatigue de l'âme si lourde qu'il envisage sérieusement l'impensable. Francis Cabrel pense tout arrêter, il songe à poser sa guitare pour toujours, à fuir définitivement ce milieu qui consomme les artistes jusqu'à la moelle, à disparaître totalement pour sauver sa peau et protéger les siens. L'idée de tout abandonner tourne en boucle dans son esprit épuisé. Le monde du spectacle, qu'il avait porté au nu, l'a laissé complètement exsangue, vide et terriblement seul face à ce miroir déformant de la gloire. Beaucoup auraient sombré dans la dépression ou cédé définitivement à ces sirènes toxiques pour garder leur trône. Mais cet homme du Sud n'allait pas se laisser détruire si facilement. Il allait trouver une porte de sortie inattendue, un moyen radical et éclatant de reprendre le contrôle absolu de son destin et de sa voix. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur l'image d'un homme brisé par son propre succès, mais Francis Cabrel a choisi la rébellion, une rébellion silencieuse, élégante, mais d'une fermeté absolue. Arrivé à l'âge de la sagesse, cet artiste de 72 ans ne se cache plus pour dénoncer ce qui l'a fait souffrir. Il a décidé de briser le silence, non pas par des éclats de voix vengeurs sur les plateaux de télévision, mais par des actes fondateurs et des paroles d'une lucidité tranchante lors de rares entretiens. Il a finalement pointé du doigt cette machine parisienne qui broie les âmes. Il a évoqué ses directeurs artistiques cyniques qui voulaient effacer son accent, ses managers obsédés par la rentabilité qui l'ont poussé à l'épuisement et ce système tout entier qui transforme la poésie en un vulgaire produit de consommation sans jamais prononcer de nom pour ne pas salir son propre message. Il a condamné publiquement ces méthodes destructrices. Son refus de se soumettre a pris une dimension spectaculaire face à la nouvelle ère numérique. Pendant de longues années, il a catégoriquement refusé de voir son catalogue musical sur les plateformes de streaming en ligne. Ce n'était pas l'acte d'un homme dépassé par la technologie, mais le cri d'alarme d'un créateur outré. Il dénonçait avec force l'exploitation moderne où des géants de l'industrie paient les artistes des miettes pour des millions d'écoutes. Par ce boycott assumé, il a défendu la dignité
dignité de toute une profession. Prouvant qu'il n'avait jamais oublié les contrats abusifs et le mépris de ses débuts, mais sa plus belle victoire sur ce monde artificiel se trouve dans son refuge, loin de la capitale. À Stafford, il a créé une forteresse protectrice pour la nouvelle génération. Avec l'association Voix du Sud et ses rencontres musicales, il a mis en place un sanctuaire où les jeunes talents peuvent éclore sans être dévorés par les loups de l'industrie. Il les met en garde contre les illusions de la célébrité, contre ces producteurs avides qui exigent de changer une voix, un style ou une identité pour vendre quelques disques de plus. Francis Cabrel a transformé son traumatisme initial en un bouclier pour les autres. Il a repris le contrôle absolu de son récit et de sa destinée. Le public, d'abord surpris par cette intransigeance, a fini par comprendre et par saluer ce courage immense. Les médias ont dû s'incliner devant cet homme qui a préféré la vérité de sa terre aux mensonges brillants du show business. Cette prise de parole puissante résonne aujourd'hui comme un héritage moral incontestable et une formidable leçon de survie. Et cette leçon de vie ne s'adresse pas seulement aux musiciens, elle nous questionne tous sur notre propre rapport à l'authenticité et au succès. Comment cette histoire bouleversante peut-elle nous inspirer aujourd'hui et quel message universel cet immense artiste nous laisse-t-il pour l'avenir? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. L'histoire de Francis Cabrel dépasse largement le cadre de sa propre carrière. Elle agit comme un miroir tendu vers une industrie du divertissement souvent aveuglée par le profit. Son parcours résonne comme un avertissement pour toutes les générations futures. Que se passerait-il si le monde du spectacle traitait enfin les artistes comme des êtres humains avec leur fragilité et non plus comme de simples produits de consommation jetables? Sommes-nous véritablement prêts à écouter la douleur de nos idoles avant que les lumières de la scène ne s'éteignent pour toujours? Cette réflexion nous pousse à regarder au-delà des paillettes et des sourires de façade. Le combat de cet homme pour préserver son identité est aussi celui de milliers d'autres créateurs. De jeunes talents ou d'enfants stars qui ont été broyés par un système implacable. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur voix, leur âme et parfois même leur vie dans cette quête illusoire de perfection. Le refus de Cabrel de se plier aux exigences parisiennes est un acte de bravoure qui redonne sa noblesse au mot artiste. En refusant de gommer son accent et de trahir ses origines, il a sauvé l'essence même de son art. Aujourd'hui, lorsque nous écoutons ses chansons, nous ne devons plus seulement entendre des mélodies apaisantes, nous devons y déceler la force d'un homme qui a su dire non. Nous devons faire preuve de compassion et soutenir ceux qui osent briser le silence pour dénoncer les abus d'un milieu impitoyable. Il est de notre devoir de public de protéger cette authenticité et d'exiger le respect pour ceux qui nous font rêver. L'héritage de Francis Cabrel n'est pas seulement musical, il est profondément moral. Il nous rappelle que la véritable grandeur ne se mesure pas au nombre de disques vendus, mais à la capacité de rester fidèle à soi-même. Pour clore ce chapitre de notre émission, imaginons les mots que ce poète de la terre pourrait nous adresser. Je ne cherche ni la vengeance ni la pitié de personne. Je voulais simplement que mon histoire et ma poésie gardent à jamais l'accent de ma vérité.